Bonjour à tous, bienvenue à ce symposium FMCAGE-SFED sur la surveillance endoscopique des maladies inflammatoires chroniques intestinales, Crohn et RCH. Et avant d'introduire les deux orateurs, je me permets de dire que cette surveillance spécialisée des MICI ne doit pas nous faire oublier que nos patients qui ont une maladie de Crohn qui ne touche que l'intestin grêle, leur côlon est sain, ils sont à risque moyen comme quelqu'un de leur âge et de leur sexe dans la population générale. À 50 ans, ils ne peuvent pas se soumettre au dépistage par les tests fécaux. Donc, même si ça n'apparaît pas dans les recommandations, je pense que c'est de bonne guerre de leur proposer une première coloscopie à 50 ans et puis ensuite comme quelqu'un qui est à risque moyen en fonction de ce qu'on a constaté. Voilà, je vais donc laisser la parole à Arthur Bell, qui est praticien hospitalier à Cochin, et qui va nous brosser un petit peu le tableau de qui, quand et comment dépister les lésions néoplasiques au cours des MICI. La parole est à toi. Merci professeur Baugerie. Effectivement, je remercie le conseil d'administration de la SFED et le conseil scientifique de m'avoir choisi pour discuter donc de cette problématique. Donc dans cette première partie, nous allons voir comment dépister et caractériser les lésions suspectes chez ces patients. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc je vais suivre dans ma présentation ce plan. Quelques mots de contexte. Pourquoi dépister la dysplasie dans les patients avec des maladies inflammatoires chroniques intestinales? Qui dépister et à quelle fréquence? Comment dépister sur le plan pratique? Comment finalement réussir mon endoscopie et pouvoir donner un résultat assez fiable pour mon patient et être sûr que quand je vais dire que c'est normal, le patient ne va pas faire ce qu'on appelle un cancer d'intervalle? Et quelles conséquences, surveillance et traitement? Donc quelques mots pour dire que ma présentation repose essentiellement sur des recommandations des sociétés savantes pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales de l'ECHO et les recommandations aussi de l'endoscopie de notre société européenne d'endoscopie, l'ESGE, dont découlent pas mal de recommandations de la société française d'endoscopie. Donc on verra, il y a quelques petites différences, mais en tout cas des choses assez bien établies maintenant en 2020. Pourquoi dépister? Tout d'abord, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, on sait, ont un risque accru de dysplasie colique et de cancer colorectal. Ce risque augmente fortement avec le temps et donc selon les études, donc après 30 ans, on sait qu'il y a un peu moins de 20% des patients qui vont faire des lésions dysplasiques et des cancers. Le risque cumulé de cancer colorectal dans les métadalises varie là aussi, mais les alentours de, on va dire, 2% dans la maladie de Crohn et dans la RCH un petit peu plus élevé. La muqueuse colorectale est une muqueuse finalement assez différente de ce qu'on voit en tout venant pour les patients qui ne présentent pas de maladie inflammatoire chronique intestinale, parce qu'il y a des remaniements, je vous apprends rien, liés à la maladie en elle-même, qui va rendre difficile le diagnostic différentiel entre ces lésions proprement inflammatoires et des lésions dysplasiques. Donc un problème de reconnaissance, de caractérisation et de finalement de conclusion dans nos comptes rendus, on verra dans un second temps. Et puis, de plus en plus, en 2020, on est dans une stratégie d'épargne en endoscopie en chirurgie colorectale pour ces patients qui vont avoir une vie longue, une survie importante qui se rapproche, qui est même corrélée à la population générale. Et donc, vous allez devoir finalement faire des traitements, en tout cas moins agressifs en 2020 sur le plan chirurgical et peut-être des traitements plus agressifs sur le plan, on le verra, c'est Édouard, sur le plan endoscopique. Donc contexte, pourquoi dépister? Ça tombe bien, le professeur Baugerie qui avait fait un article qui fait date en 2015 pour savoir pourquoi il faut dépister ces patients et est-ce qu'ils ont des facteurs de risque. La réponse c'est bientôt sur oui, ils ont des facteurs de risque de dysplasie et on voit très bien qu'en fonction de la durée d'évolution de votre maladie inflammatoire, le risque augmente. En fonction de l'extension de votre maladie, donc plus la maladie est tendue du côlon, effectivement, vous avez un risque d'avoir des lésions dysplasiques qui augmentent. Et c'est corrélé également à l'inflammation, à sa sévérité, donc une forme finalement topographique. Vous allez voir que les lésions sont importantes en endoscopie et aussi corrélé à la persistance de cette inflammation dans le temps, qui est vraiment l'objectif des traitements maintenant en 2020, de diminuer cette inflammation. Il y a un risque particulier chez les patients qui ont une cholangite sclérosante primitive, on verra, où le risque est très augmenté effectivement de faire de la dysplasie. Les patients ont aussi un risque augmenté de faire ces lésions dysplasiques quand ils ont une histoire familiale, soit de dysplasie, soit de cancer colorectal. Et on verra, il y a quelques autres facteurs de risque un peu plus discutés.
Donc voilà, sur la maladie inflammatoire chronique intestinale, des facteurs de risque bien identifiés, mais finalement qui sont corrélés à l'histoire naturelle de l'évolution de la maladie, qui doit être normalement cassée par les traitements médicamenteux. Pourquoi dépister? Alors, un rapide rappel, la voie de carcinogénèse est probablement différente de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit fréquemment, de l'adénocarcinome colorectal sporadique, qui évolue vers un adénome dit en bas grade, puis haut grade, vu un carcinome in situ et un cancer invasif. Donc une voie de carcinogénèse assez bien définie, en tout cas ce qui concerne le rectum et le côlon gauche. Et le cancer colorectal associé à une maladie inflammatoire chronique intestinale, une voie de carcinogénèse un petit peu différente, un petit peu plus, j'allais dire, fourbe, en tout cas pour reconnaître, avec des lésions plus planes, plus difficiles à voir, sur un côlon remanié, avec effectivement des voies de signalisation différentes, et qui s'apparentent finalement pour l'endoscopie qu'à la difficulté de repérer des lésions coliques à droite, qui nous posent un problème de tous les jours quand on fait nos coloscopies. Donc plus difficile à caractériser, plus difficile à détecter. Ces lésions néoplasiques, alors elles ont toutes des formes et des présentations différentes, mais si on doit retenir quelques éléments essentiels, c'est des lésions qui vont se retrouver chez des patients un peu plus jeunes qu'en population générale. Souvent, les patients peuvent présenter sur ce côlon assez inflammatoire des lésions synchrones, à différents étages, on verra, des lésions qui sont plus souvent invasives pour une même forme, une même classification de Paris, et des lésions plus difficiles à voir parce que plus souvent planes. Et on sait aussi que c'est plus difficile d'obtenir une histologie, même quand le patient est à un stade de cancer, notamment sur les sténoses, où peut avoir un retard diagnostique, alors que sur l'aspect endoscopique, on est très inquiet. L'histologie, les premières histologies peuvent nous répondre que c'est faussement rassurant. Et on sait que la survie des patients qui ont une maladie inflammatoire chronique intestinale avec un cancer est inférieure à la population générale. Donc il faut vraiment dépister autant que possible ces patients à un stade précoce pour éviter qu'ils arrivent à un stade de cancer, vu que leur survie est diminuée par rapport à la population générale. Donc des enjeux très importants pour ces patients qu'on voit régulièrement. Quelle est notre pratique? Finalement, j'ai repris un article qui a été publié par les Français dans des centres d'endoscopie et de services qui suivent de manière régulière des patients avec des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Est-ce qu'on fait mieux en pratique? Est-ce qu'on fait bien en pratique ce suivi? Et vous voyez que finalement, le suivi était loin d'être parfait pour tous les patients qui avaient une maladie inflammatoire intestinale et qui devaient avoir une surveillance endoscopique selon les recommandations actuelles. Vous voyez qu'on n'arrivait pas, loin de là, aux 100% de surveillance selon ces 9 centres qui étaient étudiés. Encore une fois, c'était des centres qui avaient l'habitude de pratiquer l'endoscopie chez ces patients et de surveiller ces patients avec des facteurs de risque, notamment le fait d'être un homme, le fait d'avoir une maladie étendue et le fait d'avoir une maladie étendue aussi dans le temps et d'avoir une histoire précédente de cancer colorectal. Donc finalement, les recommandations, en tout cas sur cette pratique qui date d'un peu moins d'une dizaine d'années, n'étaient pas appliquées. Donc ce pourquoi on fait cette présentation, ce symposium, pour essayer d'améliorer nos pratiques. Qui dépister dans la RCH? Les recommandations donc de l'ECHO, de la Société européenne des MICI, recommandent qu'il faut dépister tous les patients après 8 ans d'évolution. Certains patients peuvent être exclus de ce dépistage, les patients qui ont seulement une RCH limitée à une proctite. Si les patients ont une CSP, là la surveillance est différente, elle est annuelle dès le diagnostic de CSP, donc elle va être vraiment plus régulière et bien plus contraignante. Quand dépister? Là aussi, l'ECHO a des recommandations claires. Le dépistage est annuel quand vous avez dépisté au moins une fois avant de la dysplasie sur votre précédente coloscopie. Si donc le patient a une cholangite sclérosante primitive et si vous avez une maladie inflammatoire chronique intestinale avec une atteinte sévère et ou étendue. Vous allez pouvoir espacer ce suivi tous les 2 ou 3 ans si votre inflammation est modérée, si vous avez des lésions type de pseudopolype seulement, ou si vous avez une histoire familiale de cancer colorectal isolé. Après, pour les autres patients, vous pouvez porter votre surveillance à 5 ans si vous avez fait une coloscopie, on verra, dans de bonnes conditions de préparation, et si vous n'avez aucun des facteurs de risque cités ci-dessus. Alors, quand dépister? Un point important,
il faut le noter d'emblée, vous devez dépister vos patients en dehors des poussées. Quand vous êtes en période de poussée, c'est très difficile de pouvoir être sûr que vous n'êtes pas passé à côté de lésions dysplasiques ou de lésions déjà avancées en adénome, voire en cancer. Et donc effectivement, cette coloscopie en poussée ne compte pas dans votre stratégie de surveillance. Vous devez mettre votre patient, si possible, en rémission avant de réaliser, bien entendu, cette coloscopie dans le cadre de la stratégie de surveillance propre. Comment dépister? Alors c'est la coloscopie en tout cas, puisqu'on est là dans un public d'endoscopistes, la coloscopie reste la modalité recommandée pour le dépistage de ces lésions. La place de l'imagerie n'est pas recommandée et les méthodes moins invasives comme la vidéocapsule, soit corps entier, soit vidéocapsule colique, n'est pas recommandée. Il n'a pas sa place dans la stratégie de dépistage de ces lésions coliques. Peut-être dans les années à venir, on pourra en discuter, trouvera sa place. Pour la maladie de Crohn, qui et quand dépister? Finalement, par analogie, on peut dire que le Crohn colique, en tout cas pour le dépistage de cette dysplasie, doit être fait de manière assez similaire à la rectocolite hémorragique, avec les mêmes recommandations. Et comme le disait le professeur Baugerie, pas oublier qu'un patient avec une maladie de Crohn du grêle a un risque individuel de cancer colorectal indépendamment du fait de savoir s'il a de la dysplasie ou pas au niveau du côlon. Comment détecter la dysplasie? Donc on l'a dit par coloscopie, en dehors des poussées. Vous savez, vous avez deux modalités de détection de vos lésions, soit en lumière blanche, soit en coloration. Et donc on va essayer de voir quelle modalité de manière un peu plus précise. La lumière blanche, on va distinguer est-ce que vous devez avoir des endoscopes standards, des endoscopes haute définition avec ou sans zoom, et puis les colorations, soit les colorations virtuelles qui prennent de plus en plus d'importance, ou la coloration vitale, et là dans cette indication, c'est la chromendoscopie à l'indicogramme. Donc comment faire en pratique, quels endoscopes, comment choisir? Le prérequis à la coloscopie, c'est très important. C'est une évidence pour tout le monde, mais encore faut-il le répéter, c'est qu'il faut que vos patients soient propres. Pour que les patients soient propres et donc un score de Boston au moins supérieur ou égal à 7, il faut qu'ils prennent une préparation. Cette préparation doit être bien tolérée pour obtenir une bonne qualité. Vous avez différents types de préparation et donc ça avait été évalué par Lucine Vuitton, donc une équipe française pilotée d'ailleurs par la SFED. Et donc vous voyez les types de préparation qui étaient donnés, donc soit la classique Colopeg, soit en dernier en orange épicosulfate, soit les préparations à base de flit. Et donc vous voyez qu'en termes de tolérance, plus vous allez vers des préparations dites nouvelles, c'est-à-dire les flits ou les picoprep, plus la tolérance est bonne. Encore fallait-il prouver que sur le plan de la propreté, c'était aussi le cas, et cet article nous rassure, cette publication corrèle finalement le fait d'avoir une bonne tolérance, votre patient va probablement mieux prendre la préparation, mieux adhérer à votre prescription, et donc la qualité de la coloscopie sera supérieure. Et donc finalement, la recommandation qui était faite de faire les préparations coliques seulement avec du Colopeg, finalement tombe et on voit qu'on peut faire des préparations coliques comme si on le faisait pour la population générale avec un temps pour exploration qui est similaire et surtout une cathétérisation de la dernière anse iléale qui est identique et une meilleure préparation nettement significative chez les patients qui prenaient des préparations FLIT ou Picroped. Donc c'est un message rassurant, c'est des patients qui vont avoir de nombreuses coloscopies durant leur vie, donc vous devez choisir une préparation bien tolérée et donc cet article nous permet de dire que nous avons le choix pour nos patients. Comment détecter la dysplasie? Là aussi, je vous ai dit, il y a des recommandations claires. Donc, c'est le consensus scénique international, donc qui va donner des recommandations. On verra qu'elles seront un petit peu différentes avec le SGE. Donc, en cas d'utilisation de lumière blanche, vous devez utiliser autant que possible un coloscope avec haute définition. C'est préférable à un endoscope de définition standard. Donc vous avez le choix avec les trois firmes qui sont distribuées en France. Donc Olympus, leur nouvelle gamme 190, le Fuji, leur dernière gamme des 700 et le Pentax avec le C34 I10. Donc des endoscopes dernière génération avec haute définition autant que possible. C'est une recommandation forte.
Quand la coloscopie est indiquée pour la surveillance, ça aussi c'est recommandé que la chromandoscopie est préférable à la lumière blanche. Vous verrez, je mettrai un bémol, en tout cas, on pourra aller plus loin par rapport à la chromandoscopie. Donc vous voyez, il y a plusieurs études et effectivement, vous détectez plus de lésions et vous détectez plus de dysplasie quand vous réalisez une chromandoscopie à l'indicocarmin versus lumière blanche. Donc là aussi, c'est des patients qui vont avoir effectivement des préparations qui doivent être optimales, optimisées, pour être complètement propres, pour pouvoir faire cette chromandoscopie comme vos autres patients qui ont des risques élevés d'adénome, comme dans les PAF. Quand la coloscopie est réalisée en haute définition, est-ce qu'on doit faire la chromandoscopie ou rester à la lumière blanche? Là aussi, vous devez préférer de faire cette chromandoscopie, même si vous êtes en haute définition. Donc, vous détectez plus de lésions dysplasiques et donc vous améliorez la qualité de votre préparation, le dépistage de ces lésions. Là aussi, même si vous utilisez la haute définition, ça ne vous affranchit pas de réaliser cette chromandoscopie. Comment faire cette chromandoscopie sur le plan pratique? Donc la chromandoscopie à l'indicocarmin, pour faire simple, c'est une solution à 1%. Donc pour la détection, c'est une dilution plutôt faible, 5 ml dans 50 ml. Là aussi, c'est variable selon les opérateurs. Si vous voulez caractériser les lésions, la dilution est un peu moins forte et donc vous diluez 10 ml dans 50 ml. Donc soit vous mettez cet indicocarmin avec un cathéter spray à travers votre canal opérateur de votre coloscope, soit vous allez pouvoir pousser des seringues au fur et à mesure de votre descente de votre coloscopie, soit vous pouvez faire la pompe de lavage, soit par le canal avec le système d'insufflation lavage. Les 4 modalités peuvent être faites, il n'y a pas de recommandation l'une plutôt que par rapport à l'autre. Après, il faut savoir, on pourra en discuter, qu'il y en a certaines modalités sont plus rapides et probablement plus efficaces. Donc là, j'avais mis une vidéo de chromandoscopie qui va normalement apparaître. Donc vous voyez, c'est une chromandoscopie dans un côlon droit extrêmement bien préparé. Et donc là, on avait choisi de faire une chromandoscopie en faisant à l'insufflation, donc la bonbonne de votre endoscope est reliée directement à la touche de lavage et donc vous allez pouvoir laver l'ensemble de votre côlon, bien mettre du bleu tout le long et remonter et refaire votre caractérisation, détection. Donc vous voyez, on a lavé au maximum, on lave, le côlon est parfaitement propre, le patient n'est pas en période de poussée, en tout cas vous voyez une trame vasculaire qui est respectée. Donc une des modalités de cette détection. Comment détecter cette dysplasie? Donc, en définition standard, la coloration virtuelle était une question importante, n'est pas recommandée pour l'écho. On verra par la suite, est-ce que c'est toujours vrai? Quand la coloscopie est réalisée en haute définition, là aussi, la coloration virtuelle par NBI n'est pas recommandée en première intention. Et en très haute définition, là aussi, la coloration, notamment par NBI, n'est pas recommandée. Alors, est-ce que c'est toujours vrai de dire que la coloration par chromo-endoscopie dite virtuelle n'est pas recommandée? Alors la coloration virtuelle, vous savez que vous isolez des bandes spectrales d'intérêt dans les 3 couleurs pour finalement avoir à l'œil nu une meilleure caractérisation de vos lésions, notamment sur le spectre rouge, et donc vous augmentez les contrastes avec un relief muqueux, une visualisation des vaisseaux qui est meilleure. C'est là où finalement la recommandation la plus récente, on va le voir, c'est celle de l'ESGE, alors avec 3 systèmes de chromandoscopie virtuelle, donc NBI pour Olympus, FAIS pour Fuji et iScan pour Pentax. Donc les 3 firmes vous proposent des colorations finalement virtuelles. Et donc ce qui était dit en 2014 pour l'ESGE, que il n'était pas recommandé de faire cette détection en chromandoscopie virtuelle. En 2019, ça a un peu changé, même ça a beaucoup changé, vu que là, c'est recommandé avec une recommandation forte. Alors la littérature n'est pas très très forte pour certaines colorations virtuelles. Je ne pas les 3 marques pour pas les déplaire. Effectivement, on peut s'affranchir de la chromandoscopie à l'indicocarmin si vous êtes en haute définition avec une chromandoscopie par l'une des 3 modalités de votre endoscope que vous utilisez. Quel signe d'alerte de la dysplasie? Donc les lésions de dysplasie, on a dit, elles sont peu évidentes au premier passage. C'est pour ça, vraisemblablement, que vous avez une meilleure caractérisation, une meilleure détection quand vous faites un deuxième passage
en coloration, donc chromo-endoscopie, ou maintenant la vue par coloration virtuelle. C'est des lésions planes ou légèrement surélevées, souvent Paris 2A, souvent atypiques. C'est ça qui doit vous faire attirer l'œil, en tout cas quelque chose d'anormal. Et ce qui est important aussi, c'est que vous devez, comme vos endoscopies traditionnelles, mais peut-être encore plus, documenter votre coloscopie par des photographies, des vidéos si vous avez un doute, repérer cette disparition de la trame vasculaire, repérer les modifications de couleur qui apparaissent en premier avant de vraiment voir la lésion, repérer toute anomalie de relief ou disparité, et même en cas de doute, les biopsier et repérer toute zone ulcérée ou hémorragique, d'où l'importance d'être en dehors des poussées, puisque là, sinon vous n'allez pas faire la différence avec vos lésions inflammatoires. Comment confirmer la dysplasie? Donc là aussi, beaucoup de discussions. Est-ce que je dois faire ou pas des biopsies? Les biopsies sont ciblées en cas de chromo-endoscopie. Elles sont aussi randomisées des 4 quadrants tous les 10 cm. Et bien entendu, quand vous avez repéré une lésion, vous devez faire des biopsies de la lésion cible et ne pas oublier de faire les pourtours de la lésion qui sont des fois très difficiles à voir et plus grandes que ce qu'on avait pu imaginer sur la première caractérisation. Ce qui a été proposé pour cette dysplasie, c'est que si vous avez une formation adaptée, si vous êtes entraîné, si vous avez une bonne corrélation entre ce que vous voyez et ce que vous biopsiez, vous pouvez abandonner, c'est ce qui est recommandé, les biopsies ciblées. Les biopsies randomisées. Si le patient est à haut risque, les biopsies doivent être toujours randomisées tous les 4 cadrans, tous les 10 cm. Dans les 4 cadrans, tous les 10 cm. Quel résultat des biopsies? La détection de la dysplasie sur biopsie randomisée donne une détection des lésions aux alentours de 10%. Par contre, effectivement, si vous biopsiez des lésions cibles, la détection, ça c'est intuitif, augmente fortement. Et là, vous allez détecter dans 90% des lésions. Quand vous ne faites pas de biopsie randomisée, la dysplasie non détectée, alors c'est variable selon les études, mais c'est des coloscopies qui étaient très bien faites, vous loupez des choses chez au moins 1,5% des patients. La chromo-endoscopie à l'indicocarmin et maintenant les colorations virtuelles permettent d'avoir une coloscopie avec un résultat de rendu plus fiable et une rentabilité dans la détection des lésions que vous allez vraiment repérer, donc approcher les 90% sur les biopsies cibles, meilleure, dont les lésions planes, et elle est moins coûteuse que de refaire des coloscopies précoces. Quel résultat des biopsies? Je cite une seule étude, effectivement de Watanabe dans Gastroentérologie il y a 5 ans, qui montrait bien que, effectivement, quand vous biopsiez de manière ciblée, vous avez un dépistage de la dysplasie qui est meilleur, mais ça ne doit pas faire oublier, effectivement, les biopsies randomisées qui détectent aussi la dysplasie. Donc, finalement, vous êtes devenu très bon, vous êtes confirmé, vous allez devoir faire quand même probablement les deux, puisque quand ça avait été regardé sur un essai randomisé et contrôlé, on ne pouvait pas s'affranchir de l'une ou l'autre des techniques, même si les faits de faire des biopsies ciblées augmentent votre détection. Donc biopsie cible de la lésion, des pourtours de la lésion, et les biopsies randomisées, 4 sur les cadrans, sur chacun des 9 segments, donc ça commence à faire beaucoup de biopsies. En pratique, comment on peut faire? Là aussi, on pourra discuter l'algorithme. La coloscopie avec une excellente préparation, avec une chromo-endoscopie vitale, un indicocarmin ou maintenant virtuelle. Quand vous détectez des lésions, vous faites bien entendu les biopsies de votre lésion, pas trop. Peut-être Edouard reviendra là-dessus pour pas rendre plus difficile la résection, du sang de la lésion et du pourtour pour caractériser effectivement le pourtour de cette lésion, savoir s'il y a d'autres lésions dysplasiques. Et quand vous ne voyez pas de lésion, chez un patient à risque élevé, je pense qu'il faut garder le fait qu'il faut toujours faire des biopsies étagées, qui nous servent aussi pour caractériser et pour confirmer l'inflammation sur le plan histologique. Et les patients à risque très élevé, notamment les patients avec une CSP, une dysplasie et des antécédents d'adénome ou de cénose, vous devez conserver le fait de faire beaucoup de biopsies, donc idéalement les biopsies encadrant dans les 9 segments. L'objectif, je vous l'ai dit, numéro 1 de cette biopsie multiple, c'est de dépister certes la dysplasie, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, à déterminer l'objectif, qui est un objectif en tout cas certain dans la rectocolite hémorragique, de la cicatrisation muqueuse avec des scores histologiques, notamment le score de Nancy. Donc cet objectif numéro 2 de votre endoscopie, vous ne devez pas l'oublier, il doit faire partie de votre objectif de coloscopie, même si aujourd'hui on se focalise sur la dysplasie. Quel résultat histologique? En tout cas,
Il faut savoir que ça demande aussi une expertise histologique, souvent avec nécessité d'une double lecture pour les anatomopathologistes, puisque c'est des questions extrêmement difficiles de déterminer si le patient a des lésions seulement inflammatoires, dysplasiques plus inflammatoires, du carcinome in situ ou vraiment du cancer invasif. Donc là aussi, c'est un challenge une fois que vous envoyez vos biopsies avec vos histologistes et les résultats ne sont pas aussi clairs qu'on peut le penser. Quelle surveillance pour stratifier le risque et pour faire une première conclusion pour les patients à haut risque, donc avec une CSP, une sténose dans les 5 ans ou de la dysplasie dans les 5 ans, une maladie sévère extensive ou un antécédent familial de cancer colorectal, vous devez faire des coloscopies à 1 an. Pour un risque intermédiaire qui correspond finalement à une colite extensive avec inflammation modérée mais sans dysplasie, des patients avec des pseudopolypes inflammatoires ou des patients avec des antécédents familial de cancer colorectal supérieur à 50 ans, la coloscopie est à 2 à 3 ans. Et pour les autres patients qui n'ont aucun des facteurs de risque, on peut considérer que la coloscopie doit être faite tous les 5 ans. Bien entendu, ne pas oublier, je mettais un petit rappel, pour les patients qui ont été opérés, qui reste un rectum, et donc la surveillance du rectum résiduel est à vie. Et les patients qui ont maintenant des chirurgies faites, non pas manuellement, mais des chirurgies avec des pinces d'agrafage, laissent toujours au moins 1 à 2 cm du rectum. Donc c'est des patients qu'il faut toujours surveiller. C'est contraignant, mais malheureusement, sur le peu de muqueuse rectale qui reste, le patient va pouvoir faire des lésions dysplasiques et un cancer. Et donc sans surveillance, malheureusement, un diagnostic de cancer souvent retardé. On a tous en tête des histoires assez difficiles. Voilà, je mettais une deuxième vidéo pour vous montrer une lésion pas forcément facile à repérer. Donc là, vous voyez qu'on est avec un endoscope Fuji, avec haute définition. Et donc, vous voyez donc une muqueuse qui vous apparaît plutôt normale au premier coup d'œil. Et en fait, je vous l'ai déjà repéré, c'était une lésion en dysplasie de haut grade. Donc, vous voyez, au premier aspect, c'est fait exprès. Quand on voit comme ça, on a du mal à la voir. Et donc, on avait mis du temps à la caractériser, à la voir, à la détecter. Et là, on est déjà dans le traitement de cette lésion au deuxième passage. Et la première fois, donc, on était passé, on avait fait des biopsies partout. Ça nous a répondu dysplasie de haut grade. On avait été étonné, on était retourné voir pour repérer cette lésion qui avait été réséquée finalement en ESD. Et c'était bien la dysplasie de haut grade. Donc, des lésions souvent très difficiles à voir. Et donc, il faut persévérer. En conclusion, l'endoscopie reste essentielle dans le dépistage de la dysplasie. Pas de concurrence à l'imagerie en coupe. C'est une endoscopie qui est exigeante pour le patient parce qu'elle va être répétée, parce qu'il faut faire une préparation. Pour le médecin, vous voyez que de mettre en œuvre tous ces moyens, votre temps d'examen pour coloscopie va augmenter. Ça demande une habitude, une certaine expertise pour pouvoir se permettre d'arrêter de faire des biopsies partout quand vous êtes à peu près sûr, parce que vous êtes en haute définition, parce que vous avez fait votre chromandoscopie ou parce que vous savez très bien maîtriser l'endoscopie avec chromandoscopie virtuelle. Et c'est exigeant aussi, vous devez avoir du bon matériel, la haute définition et bien entendu les chromandoscopies à votre disposition maintenant virtuelles. Vous adaptez votre surveillance au profil des différents patients. Donc un patient peut effectivement changer de profil au cours de sa vie. Donc ne pas oublier de voir dans quel cadre il est réellement classé. Et donc ça peut vous faire changer vos recommandations de surveillance. Et c'est pour permettre, on pourra en discuter, une prise en charge que j'espère optimale et précoce de ces lésions. Voilà. Merci Arthur, tu étais parfaitement dans les temps. La discussion est ouverte à nous trois. Si tu veux intervenir, tu me fais un petit signe pour que je te donne la parole. Je vais peut-être commencer avant de te poser des questions précises. Mettre en perspective cliniquement le fait que, comme tu l'as bien dit, dans Sésame, mais dans une étude californienne, c'est la même chose. Les gens qui devraient être surveillés, il y en a la moitié qui ne sont pas surveillés. Donc ça, c'est un constat d'échec. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? C'est déjà dire que l'approche de réduction du risque de cancer colorectal au cours du MKI, ça n'est pas que la détection des lésions néoplasiques. Il y a aussi essayer d'être efficace sur l'inflammation, c'est-à-dire le concept de chimioprévention, comme vous le savez. Et pour faire simple aujourd'hui, les dérivés salicylés dans la RCH, c'est gravé dans le marbre, ça réduit le risque de 50%, donc c'est quelque chose aussi très important dans l'approche générale. Maintenant, il y a aussi un aspect pour convaincre les malades de ne pas être dans les 50% qui ne se font pas surveiller, c'est de nuancer un peu l'importance de cette surveillance.
Moi, j'insisterai sur le fait que donner un risque comme ça, moyen de 2% sur la vie entière, il faut stratifier sur le fait que de plus en plus, malheureusement, les RCH démarrent chez des adolescents, voire des enfants, des grands-enfants. Et quand on a une pancolite de l'adolescent, et qu'on a des chiffres qui ne sont pas des chiffres purement spéculatifs, qui sont des estimations à partir de données réelles, je pense que là, l'ampleur du risque sur la vie entière, par rapport au risque moyen de 4%, on arrive à des chiffres de 25-30%. C'est-à-dire que c'est très important, même ces jeunes malades, de les imprégner de l'importance de participer à cette surveillance. Alors maintenant, donc rentrons un petit peu dans le concret. Première, alors rectocolite hémorragique ou Crohn colique, première coloscopie, sauf pour la CSP où on le fait d'emblée, c'est 7-8 ans. Et heureusement qu'on a fait quand même quelques biopsies partout, même si la chromo est normale, pour savoir si oui ou non il y a eu de l'inflammation chronique de façon un peu, je dirais, fossilisée dans les déformations de la muqueuse, qui vont nous permettre de dire on a affaire à une rectite, une proctitis, une colite gauche ou une pancolite. On est à 7 ans, on a la confirmation que c'est bien une rectite, et toutes les guidelines disent le malade n'est pas éligible pour la surveillance. Qu'est-ce qu'on fait pour eux pour leur faire la prévention du cancer colorectal? Est-ce qu'on leur fait des tests fécaux? Est-ce qu'on leur fait des coloscopies? Sous quelle forme? Alors, c'est vrai que ces patients vont être effectivement avec un traitement. Normalement, ces patients seront tendance, j'aurais dit, à faire des endoscopies minimum tous les 5 ans. Moi, j'aurais tendance à dire, comme mon propos inaugural, comme le Crohn du grêle, voilà. C'est un risque moyen, donc... pas de test, en tout cas, parce que... Pas de test, sûrement pas, parce que ça, de toute façon, c'est marqué sur le papier, et les gens ne sont pas éligibles à ce type de test. Donc, je pense qu'il ne faut pas les oublier non plus. Donc, ça fait un deuxième petit sous-groupe des gens à ne pas oublier pour faire des coloscopies standards, on va dire. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est quand on a fait la première endoscopie la coloscopie à 5 ans, si on n'a pas du tout de maladie inflammatoire, si on l'a bien faite, si on n'a pas du tout de dysplasie, est-ce qu'on va pouvoir, là, dans ce cas de figure, passer non pas à 5 ans, mais la deuxième à 10 ans? Là aussi, on n'a pas la réponse. Mais par exemple, vous diriez quoi? Vous seriez confiant sur un vrai risque moyen avec un côlon qui n'est pas inflammatoire, de faire première colo, rien du tout, la deuxième 10 ans après, ou la première 5 ans après, la deuxième 10 ans après? La deuxième, si on est sûr qu'il n'a aucune symptomatologie clinique et la biopsie est négative, on est assez confiant de proposer à 10 ans. 5 à 10 ans, on va dire peut-être. Et après 10 ans, si de nouveau on arrive. Moi, j'avais une question sur la après chirurgie, iléo-anal manuel. Donc après, si c'est pas manuel, il faut surveiller le rectum qui reste. Après chirurgie iléo-anal manuelle, est-ce qu'il y a une surveillance particulière de la poche? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des éléments auxquels il faut penser, où on le met de côté parce qu'il est guéri, le patient est guéri, et on considère qu'il n'y a pas de surveillance? L'attitude. De moins en moins effectivement de chirurgie en manuel, mais de ce qu'on sait, c'est très compliqué de garantir qu'il ne reste aucune collerette rectale, même sur une chirurgie manuelle. Alors Arthur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, j'ai quand même bien étudié ça. Le risque absolu de faire une dysplasie ou un adénocarcinome du grêle, pas sur le QFIT, pas sur la muqueuse glandulaire laissée en place, c'est un risque qui est pas du tout négligeable, qui est de la même ampleur. Alors évidemment, c'est des malades qui sont peu nombreux, donc on n'a pas dans notre patientèle de patients qui ont fait un adénocarcinome du réservoir. Mais si on regarde les chiffres dans les équipes tertiaires, c'est un risque qui est le même que le cancer colorectal sur côlon inflammatoire. Et pour en rajouter à la gravité de ce que je dis, c'est que plus on a été opéré d'une coloproctectomie pour lésion néoplasique, ça va être l'objet du deuxième topo, plus ce risque est important. Donc à Saint-Antoine, on a mis en place une surveillance endoscopique des dysplasies du réservoir. C'est-à-dire évidemment s'il y a la moindre reliquat muqueux, on le biopsie, mais sinon on fait des biopsies du réservoir et de la zone transitionnelle entre la zone la muqueuse de type glandulaire et la muqueuse de type cutanée, qui sont les deux sites privilégiés de l'apparition de lésions néoplasiques du grêle. C'est ce que je disais, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas les surveiller comme ça. Il faut les surveiller, et ce qui se dit, alors c'est des recommandations qui ne sont pas encore très consolidées, qui sont assez maigres, c'est peut-être tous les 3 ans, quelque chose comme ça. Même quelqu'un qui n'a pas de pochette, qui ne demande rien à personne et qui a un très bon résultat fonctionnel. Sur l'aspect technique,
est-ce que vous seriez d'accord tous les deux de dire que qu'il faut de la haute définition et que c'est encore mieux si on a de la très haute définition? Vous êtes d'accord? Oui, là, clairement. Bon, alors donc tout le monde est d'accord, donc on s'arrête là. Maintenant, sur ce socle-là, il y a une bataille d'experts, d'articles qu'on interprète un peu différemment. On va vers l'idée que peut-être une très bonne coloration virtuelle fait aussi bien qu'une mauvaise ou mieux qu'une mauvaise coloration réelle. Exact. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est ça. Et en fait, ce qui est important, je pense, parce que effectivement dans les études, c'est la qualité de la préparation en amont de soit cette chromoendoscopie virtuelle, soit de la chromoendoscopie à l'indicocarmin, qui oblige en fait à faire plusieurs passages pour bien voir, revoir les lésions. Et je pense qu'on ira rapidement vers des choses qui seront intéressantes. C'est aussi vers la détection automatique par les logiciels. Ça nécessite toujours comme préalable d'une préparation nickel et de repasser. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de souligner qu'il faut une implication entière aussi du gastro-entérologue, parce qu'en effet, on peut faire de la coloration et puis passer 5 secondes sur le côlon droit, et en fait, en ne faisant pas forcément attention. Donc, qu'on fasse une très bonne coloration virtuelle ou une très bonne, qu'est-ce que ça veut dire une très bonne? C'est passer du temps. Passer du temps. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Après, c'est sûr que les colorations virtuelles, on l'a vu, elles ont augmenté en qualité, ça c'est indéniable. Mais le plus important, que ce soit virtuel ou vital, il faut vraiment dépenser du temps pour ces coloscopies. C'est pas des coloscopies traditionnelles. Alors maintenant, sur les biopsies aléatoires, avant de passer aux intervalles, donc les biopsies aléatoires, on est d'accord que si on a un côlon très bien préparé, on ne voit rien, une très bonne coloration virtuelle au réel, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut quand même faire au minimum peut-être une biopsie par site, ne serait-ce que pour évaluer l'état de rémission profonde ou pas, avec de cartographier l'inflammation, puisqu'on vient voir le côlon, même si on a la calprotectine, on va directement voir les choses une fois tous les 1 à 5 ans. C'est peut-être pas mal quand même de prendre au moins une biopsie. Est-ce que c'est ce que vous faites ou est-ce qu'il vous arrive de pas biopsier du tout? Non, c'est ce que je proposais effectivement. Après, j'avais mis c'est arbitraire, une dizaine, un peu moins effectivement. Il faut avoir effectivement ce diagnostic de certitude aussi histologique, c'est important. Et puis finalement, des fois, on peut être mis en défaut par l'aspect endoscopique qui nous paraît être rassurant et avoir effectivement des choses à la biopsie et argumenter aussi au fait qu'au patient, on va finalement faire la prochaine surveillance à 5 ans. Donc je pense qu'il faut toujours faire des biopsies. Là aussi, comme le disait Édouard, c'est pas ça qui va rallonger le temps d'examen. Quand on a bien passé du temps et tout, de faire une biopsie. D'accord, et 32, ça rallonge beaucoup. Donc c'est pour ça que entre 4 et 32, voilà. Donc il y a un continuum. C'est très difficile de proposer quelque chose de basé sur l'évidence. Mais plus on a une impression de risque individuel élevé, alors là-dedans, il y a plein de choses. Il y a les 3 facteurs qui sont sortis de l'étude du GTED dans Gut, qui sont l'antécédent personnel de dysplésie, la cholangite causante primitive et le côlon tubulé. Puis après, il y en a qui ont été rajoutés par certains auteurs, beaucoup de pseudopolypes, une sténose quelque part, une sténose circonscrite surtout dans le Crohn, parce qu'il y a le risque semble un peu plus de 4% de risque de cancer. Et puis voilà, donc on a un certain nombre de contextes où on est quand même enclin à faire un peu plus de biopsies. Vous seriez d'accord avec ça? Oui. Alors, terminons avant de passer la parole à Édouard sur les intervalles. Donc, étant conscient que la moitié des gens qui devraient se faire dépister ne le sont pas, ce que je constate dans ma pratique, c'est que on a rarement le courage de faire tous les 5 ans. C'est-à-dire, autant les CSP ont leur colo annuel, ça c'est assez reproductible, mais en gros, le standard, c'est tous les 3 ans. Si on regarde bien dans le détail les recommandations et qui ont tendance à s'affiner, à se rapprocher de recommandations qui étaient excellentes, qui ont été faites par les Britanniques il y a déjà 10 ans et qui n'ont pas pris une ride, je pense vraiment que même une pancolite de l'adolescente, dans la mesure où le côlon est cicatriciel, on peut tout à fait avoir le courage de faire tous les 5 ans. Il vaut mieux, à mon avis, faire tous les 5 ans des gens qui ne sont pas à risque que de ne pas faire du tout de colo à la moitié des gens qui sont à risque et de se concentrer sur convaincre les autres, etc. Sur les intervalles, comment vous interprétez, vous, les pseudopolypes? Est-ce que vous pensez que
C'est un vrai facteur péjoratif. Quand il y a 3-4 pseudopolypes qu'on appelle aussi maintenant les polypes post-inflammatoires, est-ce que pour autant ils sont un marqueur de sévérité du risque néoplasique? C'est assez dur, effectivement, dans la littérature de les classer. Je pense que c'est pas la même chose quand il y a beaucoup de pseudopolypes. Et là, on va être très embêté, je pense, dans la certitude. Déjà, alors concrètement, il y a 3-4 choses qui ressemblent à des pseudopolypes. Est-ce que vous les biopsiez sans les enlever? Est-ce que vous ne les biopsiez pas? Parce que vous dites s'il y en a 3 ou 4, c'est pas des lésions sporadiques, c'est un polype post-inflammatoire? C'est une attitude personnelle. Moi personnellement, s'il y en a 3 ou 4, je les regarde, je biopsie autour et je les enlève. S'il y en a pas beaucoup. Que 3 ou 4. Et toi aussi? Oui. Et on a. Et s'il y en a beaucoup, non. Non. C'est là où c'est compliqué de proposer une surveillance très précise parce que voilà. Alors pour l'instant, je pense qu'on reste sur 3 ans, ou 1 à 3 ans. C'était risque intermédiaire. Mais je pense que là, c'est une étude qu'on n'a pas encore publiée, mais ce qui compte beaucoup, c'est la muqueuse autour des pseudopolypes. S'il n'y a plus du tout d'inflammation autour, on est sur des vestiges de l'inflammation de ces pseudopolypes. Et là, probablement que les courbes actuarielles, le risque de développer une néoplasie, ça on a commencé à le regarder, et se rapproche d'une population à risque moyen. Enfin, pour l'instant, c'est pas tout à fait... C'est le principe de biopsier ou de regarder la muqueuse autour de la lésion. Absolument. C'est de tenir le plus grand compte de ce qui se passe au dehors des polypes. Après, il y a la caractéristique propre de chaque, entre guillemets, pseudopolype ou lésion pseudo-inflammatoire, c'est de dire est-ce que il y en a un qui est vraiment différent des autres. Là, voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois, effectivement. Et là, faut pas hésiter à l'enlever, comme le dit Édouard, s'il y en a un différent. Bon, écoute, merci pour cette première partie. Donc, on va rentrer dans le dur du traitement endoscopique. En gros, les questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les spécificités, est-ce qu'il y a des difficultés particulières ou des techniques particulières sur un côlon inflammatoire par rapport à une grosse lésion qui serait sur un côlon sain. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut, en quoi ça va peser sur la stratégie d'ensemble médico-chirurgicale? Est-ce que ça doit nous inciter plus souvent à la proctocolectomie? Donc, je donne la parole à Édouard Chambrin des cliniques Saint-Joseph et de l'Anjou d'Angers pour cette deuxième partie. Merci. Merci à la SFED et au conseil scientifique de m'avoir proposé de parler de la stratégie thérapeutique face à une lésion suspecte dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je reviendrai pas sur ce qui a été dit précédemment, mais les coloscopies de surveillance sont indispensables dans les MICI du fait d'un risque accru de cancer. Autrefois, la dysplasie était considérée comme invisible, et c'est vrai que on parlait assez facilement de la sanction chirurgicale et de la colectomie. Avec les progrès indéniables de la vidéo et des techniques endoscopiques, la plupart des zones dysplasiques sont maintenant visibles et identifiables lors de la surveillance. Et là est le rôle de l'endoscopiste qui peut caractériser la lésion. Donc la caractérisation, c'est évaluer la forme, les limites latérales, la surface, la taille, l'aspect des glandes de surface et de la muqueuse alentour. Et ainsi, l'endoscopiste, de manière collégiale en staff MICI, peut décider la résécabilité de la lésion et des modalités de résection. Alors cette diapo pour moi a déjà été montrée 2 fois, mais à mon avis elle est très importante à avoir en tête parce que la carcinogénèse dans les MICI, c'est un peu le principe de l'iceberg, et elle est importante parce que on a tout. Enfin, moi j'ai eu des histoires avec David Lahari où on a eu des situations compliquées malgré des doubles lectures, avec des lésions qui étaient infiltrantes qu'on ne pensait pas infiltrantes. Donc ça, il faut vraiment avoir en tête que ce ne sont pas des lésions comme les lésions sporadiques et d'évolution comme les lésions sporadiques. Alors, qu'est-ce qu'on regarde comme lésions dans les MICI? Il y a les lésions visibles au sein de la colite, donc de la muqueuse inflammatoire semblable à des adénomes, qui sont bien délimitées, sessiles ou pédiculées, qui ne sont pas nécrotiques. Et puis il y a toutes les autres lésions. Alors, je vais essayer de les décrire, mais en fait, elles ont toutes des formes vraiment différentes, toujours visibles au sein de la colite, non semblables à des adénomes. Les patchs, formes de patchs, de plaques veloutées, des nodules irréguliers, un épaississement muqueux, des lésions sténosantes à biopsier, des masses à large base d'implantation. Donc en fait, quand on fait cette coloscopie, il faut être attiré par toute modification de la muqueuse, qu'elle soit de couleur ou de forme.
Et puis aussi, faut penser que il peut exister des lésions dysplasiques visibles au sein de la muqueuse colique qui n'est pas inflammatoire, donc de la muqueuse colique qui n'a pas été touchée par des poussées inflammatoires. Et donc celles-là, ces lésions, à mon sens, elles sont à prendre en charge comme une lésion adénomateuse sporadique, avec les techniques standards de résection et de surveillance post-résection, qui fait pas l'objet de ce topo. Alors pour moi, endoscopiste, et ce qui fait vraiment notre spécificité, c'est qu'on a un rôle dans la caractérisation et de regarder, de se poser des questions, de bien regarder la lésion, sa taille, la localisation précise dans le côlon ou le rectum, ça c'est indispensable, la forme, les limites latérales bien précisées, si elles sont visibles ou invisibles, c'est-à-dire bien définies ou très difficiles à mettre en évidence, un peu comme la lésion que tu as montrée tout à l'heure. Finalement, avec de l'effort, vous avez vu les limites, mais parfois c'est pas aussi simple. Bien décrire dans le compte-rendu l'aspect des glandes et des vaisseaux de surface et l'aspect de la muqueuse alentour. Et donc ça peut faire l'objet de photos, si c'est pas vous qui avez fait l'endoscopie initiale, ou éventuellement de vidéos, mais en tout cas, le compte-rendu doit avoir toutes ces précisions. Et la prise en charge des lésions dans les MICI doit mériter beaucoup de réflexion, plus que pour les lésions sporadiques à mon sens, et donc doit faire l'objet de discussions en staff MICI, éventuellement d'une double lecture à NAPAT s'il y a un doute, notamment pour la dysplasie de bas grade, où là parfois c'est compliqué de faire la différence entre de l'inflammation et de la dysplasie de bas grade. Il faut quand même des anapathes et des médecins anapathes experts. Ça c'est important. Avant de se lancer dans la résection, il faut avoir cette étape de réflexion. Donc après la caractérisation. La résection doit être monobloc, qu'elle soit immédiate ou différée. Ça dépend qui fait les examens et les résections. Mais elle doit être monobloc pour être curative. Et de la même manière que le dépistage doit se faire une période calme de la maladie, pour moi, la résection également, de manière optimale, doit se faire dans des conditions de rémission clinique endoscopique. Alors, c'est précisé dans certaines études ou recommandations, voire histologiques, mais essentiellement clinique et endoscopique de la maladie inflammatoire. Ça, c'est vraiment des éléments importants. Donc, il y a toute une préparation avant la résection. On l'a dit, peut-être redit, je pense, mais je pense que c'est important de le répéter, qu'il faut biopsier tout le temps la muqueuse autour de la lésion, que ce soit une lésion plane, que ce soit un pseudopolype, il faut au moins l'avoir analysé, afin d'apprécier son caractère dysplasique ou non, que ce soit au cours de l'endoscopie où la lésion est réséquée ou juste biopsiée, et elle doit être, les biopsies autour de la lésion, mise dans un pot séparé pour bien analyser. Alors, si la résection se fait pas dans le même temps, à mon sens, les biopsies de la lésion et autour doivent être quand même peu nombreuses. Elles doivent être en fait efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent être à l'endroit qui nous pose problème, et pas en faire 40 000 pour pas gêner éventuellement une résection ultérieure. Et on peut également aussi repérer la lésion, à mon sens, par un clip, éventuellement un tatouage. Mais alors le message qui paraît évident, c'est qu'il ne faut pas repérer sur la lésion, mais à distance de la lésion, 3-4 cm, pour qu'on puisse chercher. Car évidemment, un clip ou un tatouage sur la lésion rend la résection difficile, voire impossible. Donc ça, il faut vraiment penser à ça. Alors, quels seront les critères de résection complète? Alors, ça peut paraître évident, mais c'est évidemment important d'avoir ça en tête pour la suite, pour la surveillance, pour la décision post-résection. Les marges lésionnelles doivent être bien définies en endoscopie. La résection doit être endoscopiquement complète et confirmée histologiquement. C'est-à-dire qu'à la fin de votre compte-rendu, vous devez préciser si vous avez fait monobloc, si vous avez endoscopiquement tout enlevé. Et l'anapathe ensuite confirme si les marges latérales sont saines. Et bien sûr, la résection, le quatrième critère, la résection sera dite complète lorsque la biopsie réalisée sur la muqueuse adjacente sera indemne de dysplasie. Ça, c'est 4 critères qui sont importants à respecter. Donc ça, c'est le préalable à la résection.
indispensable, on peut pas y échapper. Ensuite, les différentes techniques. Il y a des techniques de mucosectomie standard, des techniques de dissection sous muqueuse. Avoir en tête que c'est quand même un peu plus difficile du fait de la fibrose sous-muqueuse cicatricielle liée à la maladie, et qu'un élément important, c'est que le soulèvement pour ces techniques, que ce soit la mucosectomie ou la dissection, il faut du soulèvement, il faut aller sous la muqueuse. Parfois, c'est plus difficile de le soulever, mais ça ne doit pas être interprété comme un non-lifting sign, c'est-à-dire l'absence de soulèvement qui implique une infiltration de la lésion dans la sous-muqueuse, voire le muscle. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Ça, c'est important. Si c'est le seul signe qui est suspect, on ne doit pas s'arrêter là et essayer d'aller un peu plus loin et de forcer l'injection à d'autres endroits. Ensuite, comment choisir la technique dissection ou mucosectomie standard? C'est le principe de ce qu'on veut obtenir comme résultat. On veut une seule pièce, une résection monobloc. Donc évidemment, pas de piecemeal, pas de résection fragmentée, ça c'est très important. Donc choisir sa technique en fonction de ça. Et puis surtout ne pas se dire je vais commencer par une mucosectomie simple et puis en fait si j'y arrive pas, je le reprends, j'enlève des petits morceaux, je le reprends dans 2 semaines pour terminer en dissection ou inversement. Ça c'est de manière générale pour la résection endoscopique, c'est un état d'esprit qu'il faut pas avoir parce que ça rend le geste incomplet et à mon sens inefficace, voire dangereux. Alors comment choisir? Plutôt la dissection dans le cas des lésions étendues, ou s'il y a des signes d'invasion superficielle. Évidemment, s'il y a des signes d'invasion profonde du muscle, c'est évident que c'est pas une résection endoscopique, donc c'est pas l'objet du topo. Mais s'il y a des signes d'invasion superficielle, plutôt la dissection. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir analysé la lésion. Si c'est une lésion plane sur une muqueuse fibreuse, mais parfois alors qu'elle fait 10 mm, on a du mal à l'attraper avec l'anse. Donc c'est là où c'est important de pouvoir passer à la dissection, donc de s'adapter. Et une lésion de 10 mm, la dissection, même sur socle fibreux, ça va pas durer des heures, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, mais ça va pas prendre beaucoup de temps. Et au moins on sera sûr que la résection sera complète. Donc ça aussi, il faut penser à la manière d'attraper la lésion si on veut faire une mucosectomie standard. Et puis à mon sens aussi, dans le cas des MICI, il faut que ce soit un opérateur expert et qui maîtrise toutes les techniques de dissection ou éventuellement à l'adresser le patient où il y a un opérateur expert. L'opérateur ne doit pas débuter la dissection sur un côlon de MICI. Ça peut paraître évident, mais à mon sens, c'est important de le dire. Même si le matériel est identique, c'est-à-dire évidemment insufflation CO2, la présence d'un capuchon transparent, c'est indispensable pour la dissection. Un endoscope haute définition, ce qui permet de bien voir les contours de la lésion et d'évaluer la lésion même juste avant la résection. Un couteau de dissection, le plus souvent maintenant avec injection incorporée, et une pompe de lavage. Les différences de la dissection sur côlon de MICI versus dissection sur un côlon non inflammatoire. Donc il faut prendre plus de temps pour le marquage des berges latérales parce qu'on voit moins bien les limites. Et donc il faut le faire, il faut le marquer. Les lésions sporadiques sur côlon non inflammatoire, c'est vrai qu'on a l'habitude de ne pas le marquer parce qu'on voit très très bien les limites et au fur et à mesure de la dissection, on ne se perd pas. Mais dans les maladies inflammatoires, il faut marquer le contour, ça c'est indispensable. On l'a vu sur ta vidéo et puis on le verra sur ma vidéo suivante. La différence, c'est la fibrose sous-muqueuse, qui est évidemment beaucoup plus importante. On le verra, entre 70 et 100% de fibrose sous-muqueuse sous les lésions. Et donc ça incite techniquement à faire une incision sur les berges latérales saines, mais à mon avis encore plus à distance de la lésion. Alors je mets 3 à 5 mm, ça c'est à l'appréciation de chacun, ça peut mettre un peu plus, tout simplement pour faciliter le passage sous muqueux. Parce que quand on est sous la lésion sur socle fibreux, qu'on a juste fait l'incision, on peut avoir du mal, même avec le cap, à passer en dessous. Donc on peut prendre un peu de distance, inciser,
débuter la dissection sous-muqueuse pour avoir un flap muqueux plus long, dans lequel on peut mettre l'endoscope et faire un semblant de tunnel ou une technique sous-muqueuse. Ça, c'est, à mon avis, c'est un petit plus qui me paraît, qui peut faciliter grandement la dissection. Donc ça, c'est une dissection que j'avais faite il y a quelques années, quand j'étais à Bordeaux. Et donc, on voit bien avec la coloration virtuelle. Donc là, les limites sont pas trop difficiles à évaluer, mais il faut quand même prendre le temps. On voit quand même en haut à gauche qu'il y a un aspect blanchâtre, donc c'est la fibrose sous-muqueuse. Et là, à mon sens, je l'ai regardé encore tout à l'heure, cette vidéo, je pense que j'ai pas pris assez large. J'ai pas fait des marques assez éloignées de la lésion. Ça aurait été peut-être plus simple. Là, on va voir l'injection, ce que je décrivais sur le non-lifting sign. Vous voyez mes premières injections. Déjà, je l'ai fait à l'aiguille. Je trouve que dans la fibrose sous-muqueuse, c'est plus simple qu'au bistouri. Donc, j'ai quand même insisté 2 fois, 3 fois pour avoir un soulèvement. C'est-à-dire que c'est possible. Donc après, une dissection sous-muqueuse entre guillemets standard, mais on va voir que, je ne sais pas si vous avez cette impression-là dans le côlon, un petit trou qui ne sera pas symptomatique, donc je laisserai en place et que je fermerai pas à la fin. On a l'impression que dans les dissections sous-muqueuses du côlon, il y a quand même une épaisseur sous-muqueuse qui est assez conséquente, et là on voit que c'est pas évident. Alors là, ça fait partie des moments où où je suis perpendiculaire au muscle, et donc je travaille là ici avec un bistouri de Dual Knife de chez Olympus, et je travaille le bistouri fermé, ce qui me permet d'être beaucoup plus précis, mais surtout quand je fais la dissection, le courant passe beaucoup moins en profondeur, donc j'ai un risque de perforation qui est beaucoup moins important. Donc là on voit la dissection des fibres sous-muqueuses au ras du muscle. Et donc vous voyez, c'est pas une lésion très importante, mais vu sa géométrie qui était un peu étoilée sur socle fibreux, clairement en mucosectomie standard, je pense que j'aurais pas pu avoir une résection aussi propre. Et là, sur le résultat histologique, c'était uniquement de la dysplasie de bas grade. Et donc vous voyez, après la résection, comme toute pièce, et comme le demandent les anapathes, si on fait ce type de résection, j'étale de manière assez propre pour que l'analyse ensuite microscopique soit un peu plus aisée et la coupe soit plus aisée. Alors dans les Mickey, qu'est-ce qu'on risque de plus? Il n'y a pas des risques, il n'y a pas des types de risques différents, c'est les fréquences. Il y a un peu plus de fibrose sous-muqueuse, vous avez vu en fonction des études, c'est 70 à 100% des cas. Donc on en retrouve parfois aussi dans les lésions du rectum, mais il faut avoir ça en tête et c'est ce qui peut rendre la résection plus complexe, et donc il ne faut pas s'entraîner à faire des dissections sur les patients qui ont une Mickey. Ça me paraît vraiment fondamental. Il n'y avait pas plus de perforation, un peu plus de saignement retardé sur ces études depuis 5 ans. Alors par contre, il y avait un taux de récidive locale qui était élevé, de 4 à 20%. Moi je pense que ça fait partie des lésions où la limite latérale n'était pas évidente à bien évaluer. Après la dissection sous-muqueuse, il y avait quand même un taux élevé de colectomie, jusqu'à 20%. Alors, c'est un peu pour les raisons qu'on a expliquées sur cette fameuse diapo de carcinogénèse, c'est-à-dire que la lésion avait beau l'air plate, avec un relief très modéré, et c'était quand même lésion T1 avec envahissement vasculaire, T1 avec un envahissement sous-muqueux supérieur à 1000 microns, ou sur les berges, il y avait de la dysplasie visible. Alors, une réaction pourrait être à la vision de cette diapo que ça sert à rien de faire la dissection. Bon, au contraire, ces patients-là, il y avait 100% avant qui étaient opérés. On passe à 20% parce qu'on a réussi, avec les techniques modernes de visualisation et de résection, à enlever des lésions complexes.
Donc c'est même plutôt encourageant, mais il faut avoir ça en tête. On a plus de risques de faire opérer ces patients après une dissection sur côlon Mickey que sur côlon non inflammatoire. Mais je pense que ça reste un progrès par rapport à la première diapo où on disait que beaucoup de patients étaient opérés lorsqu'on découvrait de la dysplasie. Alors, est-ce qu'il faut tatouer? Alors là, j'avais lu ça dans Gut en 2015. À quoi pourrait servir le tatouage? Le tatouage, il pourrait servir à marquer la lésion qu'on veut réséquer, si l'opérateur n'est pas le même. Et même si c'est le même opérateur, mais que c'est pas fait dans le même temps, parce qu'on peut avoir du mal, comme tu l'as dit, à retrouver une lésion qui a très très peu de relief. Alors il faut que la préparation soit nickel, que la coloration soit parfaite. Mais ça peut permettre aussi, parce que ça peut arriver que la lésion puisse pas être réséquée endoscopiquement, qui amène à une chirurgie, et ben ça peut permettre au chirurgien de mieux repérer la zone. Ça dépend après quel type de chirurgie est proposé, mais ça peut permettre de surveiller la zone. Et puis bien évidemment, comme je le disais pour le repérage, faut pas le faire directement sur la lésion, à distance, à au moins 3 cm, pour voir de la cicatrice de résection si on n'est pas sûr de la nappate finale. Ce qui peut être fait aussi comme marquage, si on a un doute sur la résection, on a vu sur la diapo précédente qu'il y avait des T1, des T1 SM1, donc là supérieur à SM1, mais dont la résection endoscopique est tout à fait possible. Mais si on n'est pas sûr, à la fin du geste, on met un clip à 3 cm ou un tatouage, mais le clip permet de faire un scanner en suivant et de bien repérer la zone, un scanner non injecté, mais ça permet au chirurgien de bien repérer la zone de la résection s'il y a une chirurgie ultérieure décidée après le Staph Mickey et les résultats à nappate. Alors je parle beaucoup de Staph Mickey, mais à mon avis c'est vraiment important. Ce sont des décisions collégiales concernant ces patients-là. Alors qu'est-ce qu'on fait après la résection? Comme on l'a vu, tous les patients ne vont pas être opérés, un certain nombre. Mais vous voyez, pour des mêmes lésions, on peut discuter. Alors après, je l'ai mis en gras avec des caractères un peu plus grands, c'est-à-dire que maintenant, on peut faire des surveillances quand même beaucoup plus. On peut décider de surveillance avec sécurité, mais il faut que la surveillance soit acceptée par le staff évidemment, mais par le patient. C'est-à-dire que c'est quand même des coloscopies qui sont plus fréquentes. On a vu qu'il y avait plus de récidives, donc il faut une surveillance particulière. Ça, c'est pour les lésions dysplasiques polypoïdes ou les lésions dysplasiques planes. On le voit pour les planes. On considère qu'il faut une surveillance accrue tous les 3 mois, plutôt qu'annuelle pour les lésions polypoïdes un peu plus de forme classique, on va dire. Il faut vraiment avoir cette en tête que il y a la résection, il y a ce qui se passe avant, mais aussi il y a ce qui se passe après. On ne peut pas lâcher les patients dans la nature. Alors, après résection incomplète, c'est-à-dire lorsqu'il y a un des 4 critères manquants, il faut discuter la colectomie. Alors parfois, en fonction de l'histoire, la localisation, du nombre de lésions, la colectomie peut ne pas être retenue par la RCP, voire par le patient. Il faut proposer là une surveillance accrue tous les 3 à 6 mois. Alors je pense que cette dernière solution doit vraiment être discutée et les enjeux doivent être exposés aussi aux patients. Mais on peut comprendre qu'à un jeune âge, ça soit un peu compliqué de décider de se faire opérer. Mais on a aussi quand même des arguments qui montrent que c'est important, que la chirurgie a un rôle vraiment important. En cas de dysplasie non visible, il faut quand même une deuxième lecture endoscopique à mon sens, avec des endoscopistes experts en caractérisation. Une deuxième lecture à nappate, c'est évidemment indispensable. C'est-à-dire pourquoi adresser un centre endoscopique expert, c'est qu'une lésion non visible, une préparation un petit peu moins efficace, à la deuxième coloscopie, avec quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, peut-être que la lésion peut être visible. C'est exactement l'exemple que tu as montré. La lecture à nappate, deuxième lecture, ça me paraît indispensable.
Alors, en fonction de la RCP du staph Miki, eh ben, on peut proposer une résection. Alors, une résection d'une lésion visible, d'une zone invisible, c'est quand même, à mon avis, compliqué. Le plus important, c'est de discuter de la colectomie ou de la surveillance endoscopique parfois, mais avec une surveillance rapprochée, en fonction du degré de dysplasie, évidemment, en fonction du caractère uni ou multifocal. Alors, je parle encore du souhait du patient. Je pense que c'est sûr qu'on ne peut pas aller à l'encontre, mais du souhait du patient. Mais il ne peut décider que si on lui a expliqué et on lui a donné tous les arguments en faveur de telle ou telle solution. C'est quand même des solutions, des décisions et des moments qui ne sont pas très simples pour le médecin et pour le patient. Donc, il faut vraiment réfléchir. Alors, en conclusion, la résection endoscopique dans les côlons de Miki, évidemment que c'est possible maintenant. La dissection, oui, c'est possible. Ça doit être fait dans des centres experts, médecin expert, l'endoscopiste expert en Miki, le chirurgien également, qui a l'habitude de ce type de chirurgie, mais également l'anatomopathologiste. Idéalement dans des conditions de rémission clinique endoscopique et histologique. Ces résections ne peuvent être faites qu'après une caractérisation vraiment précise. Et il est important de surveiller ces patients après endoscopie. C'est pas le même rythme et il faut être plus préoccupé par cette surveillance que dans les cas sporadiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Édouard. Topo très clair, précis. Alors, on a le temps pour discuter tous les trois. Moi, j'ai quelques questions à te poser. La première, je rebondis tout de suite. Quand tu parles de dysplasie non visible, ouais. C'est une dysplasie qui a donc été mise en évidence par des biopsies aléatoires. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Alors, partant de cela, de mon point de vue, il faut quand même faire une grande différence entre une dysplasie de haut grade, oui. Détectée sur une biopsie aléatoire, qui pour nous est une indication formelle de sanction chirurgicale, qui est une proctocolectomie pour la rectocolite hémorragique, versus un foyer plan non détecté de dysplasie de bas grade, qui peut lui-même être multiple. Tu es d'accord avec ça? Oui, entièrement d'accord. Ça dépend vraiment du type de dysplasie et il faut, oui, entièrement. Alors après, donc, dysplasie de haut grade confirmée, deuxième lecture, surtout quand elle est plane, quand c'est pas un polype dégénéré, pour nous, c'est encore une fois, c'est mieux en le disant. Après, c'est des discussions effectivement très complexes, où l'avis du patient est à prendre en considération. Et on a quelquefois des surprises. Je citerai une histoire très récente, un malade qui, sur plusieurs coloscopies itératives, avait des foyers de dysplasie plane multiples sur une muqueuse festonnée, un peu comme des rideaux, des vieux rideaux. On l'a poussé à la chirurgie, il a constamment refusé. Et depuis 5 ans, on lui fait des coloscopies annuelles. Tous ces foyers de dysplasie de bas grade ont disparu, voilà, comme par enchantement. Donc il y a des choses de l'histoire naturelle qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais c'est vrai que des foyers multiples de dysplasie de bas grade, on va quand même être plus à pousser vers l'opération. Alors deuxième question. Là aussi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Quand on voit un truc qui est accessible à un truc qu'on enlève avec une anse, on peut le faire dans le cas de la colo de dépistage. Oui. On n'endort qu'une fois. Oui. Dès qu'on a des grosses bêtes qui sont où on va discuter des dissections sous muqueuse ou l'autre technique. Ou mucosectomie classique. Est-ce que tu es d'accord que tu fais ta colo? Tu regardes tout le côlon, le biopsie, tu fais tes biopsies autour de la lésion, tu biopsies la lésion, mais tu ne fais pas la dissection dans ce même temps ou non. On est d'accord ou pas? Par principe, c'est pas tellement en lien avec le Miki, c'est le fait qu'une dissection, ça prend du temps. Forcément, ça prend plus de temps qu'une coloscopie standard, donc je le fais pas. Non, et puis il y a l'autre chose, c'est que si on découvre un foyer de dysplasie de haut grade ailleurs, il n'y a plus de discussion. On va opérer le patient et on ne sert plus de faire cette dissection ou cette mucosectomie. Et puis comme en standard, tu informes les patients, quoi. C'est ce qui est recommandé, plus de 2 cm normalement ou des grosses choses c'est pas en même temps. Toujours en 2 temps. D'accord. Voilà. Troisième question, je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que dans ces difficultés de fibrose, etc., d'épaisseur de paroi, est-ce que ça peut être différent entre la maladie de Crohn et la rectocolite? Parce que la rectocolite, la paroi est souvent relativement fine, il n'y a pas forcément d'épaississement. Sur un Crohn segmentaire du côlon transverse, la paroi peut être extraordinairement épaisse, donc ce qui pour vous est peut-être une espèce de marge de sécurité, non? Alors moi personnellement, j'ai pas vu
Ça reste des gestes qu'on fait. On peut faire beaucoup de dissections, mais dans les Mickey, on n'en fait quand même pas très très régulièrement. Moi, j'ai pas l'expérience, et de ce que j'ai pu lire, j'ai pas vu de différence particulière entre les types de maladies inflammatoires. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra évaluer, mais j'ai pas plus de difficultés ou moins de difficultés de ce que j'ai pu lire entre Crohn et RCH. C'était tout mélangé. Alors, question maintenant assez technique. Tu as fait une tentative d'enlever une masse et les critères sont pas remplis, il faut faire une chirurgie secondaire. Ouais. D'accord ? Est-ce que là, il faut faire une différence entre, par exemple, tu as une rectocolite hémorragique qui a toujours été colique gauche et tu as fait une dissection sous muqueuse ou une mucosectomie incomplète d'une lésion du côlon droit. Quel type de chirurgie dans ce cas-là? Est-ce que c'est proctocolectomie ou est-ce qu'on peut faire une colectomie droite en disant finalement c'était une lésion sporadique, donc on peut faire une chirurgie segmentaire du côlon? Je voterai le staff Mickey pour cette réponse. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais dans mes souvenirs des staffs Mickey à Bordeaux, c'est vrai que c'était le genre de situation où on pouvait discuter très longtemps avec l'apport des chirurgiens, des anapathes, des gastros. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça dépend si c'est pareil. Dans notre équipe, si on a ça vraiment, dépend des biopsies. Si on a une histoire de 20 ans qui a jamais eu d'inflammation à droite, qu'il n'y a aucune déformation des cryptes et qu'on a un très gros polype pour lequel on a tenté loyalement une technique de traitement endoscopique et que c'était incomplet, on va quand même pouvoir faire dans des cas très précis avec une technique de chirurgie segmentaire. Avec des biopsies à gauche qui sont parfaitement... Voire un rond de serviette sur le côlon transverse, etc. Et dernière chose, tous les deux, on part toujours du cas idéal, le côlon, ce que vous nous montrez, c'est toujours des cas idéaux, l'arborisation vasculaire, le malade est en rémission, bien sûr, ils sont tous en rémission. Ah, c'est ça. Je vous rappelle quand même que dans les essais des nouvelles molécules les plus chics et les plus chères, on est à moins de 10% de rémission histologique. Hein. Alors, quel degré de rémission exige-t-on pour être thérapeutique? Mais il y a des malades qui ont des côlons très remaniés, et notamment, on a aussi découvert ces dernières années ce qu'on appelle les serrated changes. Hein, c'est un aspect festonné, il y a des plages entières qui sont festonnées. Donc comment vous vous comportez par rapport à ça? Est-ce que quand vous avez une plage que vous voyez déjà à l'œil nu sans faire de coloration virtuelle ou réelle, vous dites bah non, ça doit pas être grand-chose, je biopsie pas, ou vous biopsiez, vous considérez que c'est une seule et même lésion, vous biopsiez 10 fois, 15 fois. Est-ce que vous êtes souvent dans des situations de gêne ou des forêts de pseudopolypes où vous dites qu'est-ce que je fais? Les forêts de pseudopolypes, effectivement, on repère bien. En tout cas, s'il y en a des différents, on va biopsier. L'enjeu n'est pas le même parce que le pseudopolype, je pense que la biopsie va pas nous gêner pour une résection ultérieure. Par contre, les lésions planes, clairement, on est en difficulté. C'est se dire de bien passer de temps et de pas faire trop de biopsies, comme le disait Édouard, mais de faire la bonne biopsie. C'est toujours difficile à dire, à faire. C'est le principe de la caractérisation. Il faut passer du temps à regarder les lésions, parce que ce que vous décrivez comme lésion, c'est pas très difficile à voir, et c'est vrai que si c'est très large, c'est souvent des plages entières qui font 10-15 cm. Est-ce qu'on est sûr d'avoir tout regardé? Est-ce qu'on est sûr de ne pas être passé à côté? Si la préparation est bonne, qu'on a fait une bonne coloration, on peut être sûr de soi, mais après c'est des patients qu'il faudra avoir à l'œil, mais en tout cas, quand on ne sait pas, on biopsie de toute façon. Oui, on est d'accord. Ah oui. Ça c'est sûr, on biopsie. Ah oui, c'est sûr. Et on discute après. Une biopsie ne va pas empêcher la résection. Voilà. Faut pas être non plus trop rigide là-dessus. Mais si on ne sait pas dans le Mickey, il faut biopsier, faut prendre le temps de réfléchir. Ah oui, c'est sûr. Et j'avais une dernière question qui est difficile. Tu as insisté sur le fait en monobloc. C'est une grande discussion dans le côlon, notamment si on doit faire même hors patient Mickey, monobloc. Alors moi, j'insiste bien le monobloc pour les Mickey, pas pour les sporadiques. Voilà, pour les sporadiques. Pourquoi, encore une fois, tu insistes sur le caractère monobloc en dissection, alors qu'on sait qu'on augmente quand même un petit peu le risque de complications et effectivement l'accessibilité à cette technique, où ça va être plus long. Parce qu'on peut avoir des surprises sur l'anapathe, à mon sens, parce que c'est une Mickey. Moi, j'ai l'histoire d'une patiente à qui, sur les biopsies faites par un de mes collègues, c'était de la dysplasie de bas grade, c'était le bar rectum. Je l'enlève en dissection, c'était pas gros, c'était du carcinome intramuqueux ou à peine sous-muqueux.
Et en fait, elle a été opérée parce que c'était une Mickey ancienne et c'était un carcinome infiltrant. Donc, donc là, c'était une localisation en plus, le barectome qui faisait que la résection devait être parfaite. Mais à mon sens, dans le côlon, sur les maladies inflammatoires, vu les conséquences chirurgicales, on peut être amené à enlever tout le côlon, il faut que l'analyse histologique soit parfaite, donc monobloc. Merci beaucoup. Le temps qui nous était imparti est maintenant terminé. Je remercie vivement les orateurs et je vous remercie, vous, de votre patience et de votre attention. À bientôt.